Tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous entendez? Oui, Vous entendez? Bon. Donc, le chapitre s'intitule La représentation de la production. Donc, on va couper, on va diviser la partie producteur en deux ou trois chapitres pour mieux comprendre euh, le thème dans sa totalité. Aujourd'hui, donc, la séance a pour objectif suivant. Alors, bien sûr, l'objectif principal porte sur la partie offre, donc c'est le producteur au sens général du terme. Les questions qui vont être posées concernent la combinaison des facteurs de production. Dans ce chapitre, nous allons considérer deux facteurs de production, le capital et le travail, et on va voir quelles sont les conditions de leur combinaison pour aboutir à une certaine production, à un certain volume de production qui permet de maximiser le profit du producteur. Alors, deuxième question concerne l'objectif principal du producteur qui consiste à maximiser son profit. Et quand je parle de maximisation du profit, cela veut dire minimisation des coûts en même temps. Donc, on verra quelles sont les conditions de maximisation du profit. Comme on a fait dans le cadre du consommateur, on va avoir un Lagrangien et un programme de maximisation à résoudre et à travers le programme, on va trouver les quantités de production qui permettent à notre producteur de maximiser son profit. Dans le dernier chapitre 5, donc on aura trois chapitres comme je dis, quel est le niveau de production? En fait, c'est le volume de production nécessaire qui permet au producteur de maximiser son profit. Donc aujourd'hui, la séance porte sur le chapitre 3, la fonction de production, les facteurs de production, les inputs, et on va voir l'output, c'est la production ou s'il s'agit d'une entreprise de service, on va voir l'output peut être service ou producteur, donc produit. Donc, on va focaliser notre attention sur la manière avec laquelle notre producteur combine ces facteurs de production. Et derrière la combinaison des facteurs de production, il y a la notion technologie de production. On verra par la suite le sens et la signification de ce terme. Donc concrètement, dans ce chapitre, on va avoir quatre sections ou quatre parties. La technologie de production, c'est la première notion à expliquer. La deuxième notion, c'est la production avec un seul facteur variable. Donc, on va avoir une fonction de production avec un seul facteur. Par exemple, f est la fonction de production. On va raisonner sur la fonction de production qui dépend uniquement du capital ou qui dépend uniquement du travail. Troisième section, la production avec deux facteurs de production, K et L, et c'est plus proche des raisonnements théoriques qui est représentatif de la réalité. Et à la fin, on verra les rendements d'échelle en relation avec le volume de production. On verra par la suite qu'est-ce que cela veut dire. Alors, commençons par la fonction de production. Alors, concernant la fonction de production, donc, on va emprunter à la mathématique le chapitre, en fait, l'étude de fonction, hein.
Là, on a Q égale F de KL. F est la fonction de production. Elle dépend de K et de L. K, c'est le capital et L, c'est le travail. Et la technologie se définit par la combinaison des facteurs K et L. Donc, ici, la combinaison, c'est-à-dire comment on mélange, comment on combine les deux facteurs K et L pour produire un certain volume à un moment donné. Donc, K et L sont des inputs et on va produire à travers un programme de production. Et le programme, c'est la technologie, c'est la combinaison K et L. Donc, il suffit de calculer combien je dois utiliser en capital, combien d'unités j'utilise en capital, combien d'unités de travail j'utilise, et pour maximiser mon profit. Ça, c'est la définition de la reproduction ou la fonction de production. Donc, la fonction de production indique pour chaque combinaison d'input, pour chaque combinaison K et L, le niveau maximal d'output produit par l'entreprise. OK? Donc, chaque fois qu'on combine K et L, c'est-à-dire si on adopte une technologie qui nécessite 2 unités de capital et 3 unités de travail, eh bien, la combinaison de 2 unités de capital et 3 unités de travail conduit à la production d'un produit, hein, une quantité du produit Q, par exemple. Si on mélange 4 unités de capital et 5 unités de travail, on arrive à un autre volume de production, à un autre niveau de production maximal qui permet de maximiser le profit de l'entreprise. Alors, ici, dans notre raisonnement, on doit comprendre un point très simple. La fonction de production va dépendre du niveau de la technologie. Si le niveau de technologie augmente, alors on peut produire plus avec la même quantité d'input. Donc, plus la technologie évolue, plus c'est mieux pour l'entreprise. Ceci conduit à augmenter le volume de production. Ça, c'est la définition de fonction de production. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? OK, je continue. Maintenant, je vais distinguer le court terme versus long terme. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme différence si je vais raisonner en court terme et en long terme? Il y a une petite différence. Les entreprises mettent du temps à ajuster leurs facteurs de production si elles désirent produire leurs biens avec des quantités d'input différentes. Donc, ici, l'ajustement de leurs facteurs de production, c'est-à-dire augmenter ou diminuer K et L comme facteurs de production si elles désirent modifier le volume de production. Alors, le court terme, c'est une période de temps durant laquelle il n'est pas possible d'ajuster les quantités, il n'est pas possible de varier les facteurs de production. Dans ce cas, on raisonne sur des facteurs fixes, c'est-à-dire à court terme, on considère K et L comme fixes. Et si je dérive la fonction de production par rapport à K et par rapport à L, qui sont 2 facteurs fixes, ben, je vais avoir 0 parce que la dérivée d'une constante est 0. Par contre, le long terme, c'est une durée de temps suffisamment longue pour que tous les facteurs puissent être variables. Donc, on passe ici aux facteurs de production variables. Donc, à court terme, les facteurs de production sont fixes. À long terme, les facteurs de production sont variables. Et il y a une grande différence entre ces deux notions et il y a une signification différente de ces deux notions selon qu'on se place sur le court terme ou à court terme ou à long terme. Donc, il faut retenir que mathématiquement, si on va calculer la dérivée de la fonction de production par rapport à K, et K, si on est à court terme, ben, la dérivée Y' de K
égale 0. Si on dérive la dérivée première de production par rapport à elle, et la dérivée première égale 0. Par contre, à long terme, ce n'est pas le cas. Donc là, on a compris qu'il faut distinguer en fait entre deux notions et on sait comment on distingue entre ces deux notions. On passe maintenant à l'analyse d'une étude de fonction de production à seul facteur de production. Donc, on va envisager une fonction de production qui dépend uniquement d'un seul facteur. Ici, on va raisonner sur le court terme. On a un seul facteur variable, c'est le travail. Le capital est fixe. L'entreprise ne peut pas augmenter la production qu'en augmentant la quantité de travail. Donc ici, on va considérer L peut varier, K est fixe, et l'ajustement de volume de production, la modification de volume de production ou l'augmentation du volume de production dépend uniquement de l'évolution du capital travail. Donc si L varie, augmente, donc la fonction de production va conduire à un volume de production plus élevé. Ici, on ne fait pas intervenir dans notre raisonnement le capital, car il est fixe à court terme. Donc ici, encore une fois, il s'agit de définir les décisions, la décision du producteur concernant son programme de production. Or, pour décider de son programme de production, il suffit de voir s'il a atteint l'objectif, son objectif qui consiste à maximiser le profit. Ok. Comment on définit le profit? Ben, le profit, c'est la différence entre recette totale moins coût total. Donc, tout ce qu'il gagne, si vous voulez, moins tout ce qu'il supporte comme charge. Et là, la différence, c'est le profit. Son objectif consiste à maximiser le profit. Donc ici, les entreprises vont prendre des décisions en comparant les recettes et les coûts en termes marginaux. Donc, pourquoi en termes marginaux? Parce qu'on raisonne en termes d'évolution. Donc, il faut calculer les recettes marginales et les coûts marginaux. Et la différence entre les deux, c'est le profit qu'on cherche à maximiser. OK? Ici, donc, si on a une fonction de production, on va calculer le profit, on va maximiser le profit, et en maximisant le profit, on va calculer le nombre d'unités de travail, L, qui permet au producteur de maximiser son profit. Ça veut dire que le volume de production va être affecté par le volume de travail qu'on va utiliser dans l'objectif de maximiser le profit. Est-ce que c'est clair? OK, pas de questions. Vous pouvez utiliser par exemple le chat pour poser vos questions si vous ne voulez pas parler. Hein. Là, par exemple, ici, hein, vous pouvez poser vos questions et après je réponds ou tout de suite, comme vous souhaitez. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de questions, donc je continue. OK, merci. Là, par exemple, donc ici, comme j'ai dit, pour résumer, même si je répète la même chose, hein, l'idée est essentielle. Donc, la production va augmenter. Et quelle augmentation de production peut-on obtenir en augmentant le travail d'une unité? Donc, si je décide d'augmenter le nombre de travailleurs d'un employé ou d'un salarié, quelle sera la répercussion sur le volume de production? Bien sûr, le volume va augmenter, mais de combien, en fait? C'est ça l'idée. Alors, je prends un exemple. On a la première colonne, les quantités de travail. Deuxième colonne, les quantités de capital. Et la production totale, c'est Q. En fait, c'est le volume de production. Dans le premier cas, j'utilise
0 unité de L et 10 unités de capital. En combinant 0 et 10, je vais obtenir 0 volume de production. En combinant une unité de travail et 10 unités de capital, j'obtiens 15 comme volume de production. En combinant 2 unités de travail et 10 unités de capital, j'obtiens 40, ainsi de suite. Qu'est-ce que je constate? Je constate que le volume d'unités de travail augmente progressivement de 0 à 1, à 2, à 3, à 4. C'est ça qui est l'objectif. Et à travers cette augmentation progressive, on va voir les répercussions sur le volume de la production totale, sachant que K est toujours égal à 10, car le capital est fixe. Encore une fois, si le capital est fixe, toute augmentation de L va induire une augmentation de volume de production. Donc, si elle augmente de 0 à 1, à 2, à 3, le volume augmente de 0 à 15, à 40, à 69. Donc, on constate que l'augmentation de L conduit à l'augmentation de la production totale, sachant que K est fixe dans ce cas. Alors, quelles sont les observations? Comment je décris l'évolution des chiffres? Comment je peux commenter les chiffres? Eh bien, il y a trois idées. La première idée est la suivante. On constate quand j'utilise 0, en fait, quand j'utilise 0 unité de L, donc la quantité du travail est nulle, la production est nulle, 0. En ajoutant du travail, la production Q augmente jusqu'à un certain niveau et après, elle commence à diminuer. Donc, je répète. Donc ici, j'augmente au fur et à mesure L de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 9, à 10. Je regarde, je constate que le volume de production augmente de 0 à 15, à 20, à 40, à 69, à 96, à 120, ainsi de suite, à 152, 153 quand j'utilise 9. Quand j'augmente 10, le volume à 10, eh bien, le volume augmente à 150. Ici, l'augmentation commence à diminuer. Ça veut dire le maximum, c'est 153. Donc ici, 9, c'est le meilleur volume le meilleur nombre, on va dire, de travailleurs qui permet de maximiser le profit et à travers l'utilisation de 9 employés, par exemple, ou 9 unités de travail et 10 unités de capital, j'obtiens un volume de 153. Donc, je n'ai pas intérêt à aller au-delà de 9 employés. Imaginons que nous sommes dans le cadre d'une entreprise, on embauche jusqu'à 9 salariés, donc c'est bon, le volume de production augmente. Si j'utilise le 10e, j'augmente encore un salarié de plus, et ben, je vois que le volume baisse. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de gaspillage de l'argent parce que la 10e personne va perdre le temps des autres et la productivité diminue. Donc, ici, il faut faire gaffe, il faut faire attention au niveau maximal, au niveau maximum, au maximal qui permet d'obtenir un volume de production optimum ou maximal. Troisième remarque ou troisième observation, à partir de ce point, la production décline, ça veut dire baisse de 153 à 150, à 143, à 133. Donc ici, la quantité de travail augmente, mais cette quantité n'est pas productive en fait, est contre-productif, puisque l'augmentation des quantités des employés utilisés ou qui embauchés ne conduit pas à une augmentation de volume de production. C'est la raison pour laquelle on dit que ce travail supplémentaire ou le nombre supplémentaire de salariés est contre-productif ou ne conduit pas à l'augmentation
de volume de production. C'est clair? OK, je regarde. Donc, il n'y a pas de remarques au niveau des conversations, le chat. Pas de questions. OK, parfait, je continue. Alors maintenant, puisque j'ai compris le sens de fonction, on a compris le sens, la signification de fonction de production, là, je passe au calcul des dérivées premières de la fonction de production par rapport à elle. Alors, je ne peux pas calculer la dérivée première par rapport à K, car K est constante et la dérivée première de K est nulle, en fait. Donc, lorsque je calcule la dérivée première par rapport à elle, je calcule la productivité marginale. C'est quoi le sens de productivité marginale? Eh ben, c'est-à-dire l'augmentation de la production d'une unité quand j'augmente L d'une unité supplémentaire. C'est-à-dire, si j'augmente L d'unité supplémentaire, combien le programme, le volume de production va augmenter. Donc, cette unité supplémentaire aura des répercussions sur le volume et l'augmentation de volume dans notre exemple de 153, dans notre exemple ici de 153 à 150, donc ici 150 a diminué, donc il y a moins 3, donc ici la dérivée est négative, mais en fait la dérivée est positive, la dérivée première est positive en fait ici, jusqu'à un certain niveau. Donc, la productivité marginale du capital, c'est la dérivée première de la fonction de production par rapport à la variable, à elle qui est variable. Donc, c'est dérivé de la fonction Q, qui est la fonction de production, par rapport à elle. C'est ça la productivité marginale. Donc, et de manière simple, elle mesure la productivité du dernier travailleur. Hein, attention, la productivité du dernier travailleur, c'est-à-dire quand je passe de 9 à 10, la productivité du 10e salarié ou employeur, c'est la productivité marginale dans notre cas. Donc, vous dérivez DQ par rapport à DL, vous avez la productivité marginale. Par contre, la productivité moyenne du travail, c'est le volume de production Q, la fonction, vous divisez par rapport à L. Donc, vous avez le volume de production sur le nombre d'employés ou d'unités de production. Si vous faites un exercice et vous prenez en compte le nombre d'heures, c'est une chose, ou le nombre de salariés, c'est une autre. Donc, vous divisez la fonction de production sur le nombre de travail, l'unité de travail, elle, vous avez la productivité moyenne du travail. Donc, on a soit la productivité moyenne, soit la productivité marginale. Productivité marginale, c'est la dérivée première de la fonction par rapport à notre facteur L. Et la productivité moyenne, c'est le volume Q divisé par L, le facteur travail. Je passe un exemple avec des chiffres. Donc ici, j'ai un exemple. J'ai les quantités de travail de 0 à 12. Ici, ça veut dire que chaque fois, j'augmente d'une unité le travail. La quantité de capital est toujours constante. Je raisonne dans le cadre d'une fonction à seul facteur de production, seule variable, seul facteur variable. Et j'ai là le volume de production, comme tout à l'heure, hein, 0, 15, 40, ainsi de suite. Et le volume où la production augmente jusqu'à 103, jusqu'à l'utilisation de 9 salariés. Mais si j'utilise au-delà de 9 salariés, 10 ou 11 ou 12, le volume de production diminue. OK? Donc, quelle est la productivité moyenne? Eh bien, c'est simple. Hein? Vous divisez 0 sur 0, c'est 0. Hein? 15 sur 1, c'est 15. Donc, c'est la productivité moyenne. C'est le volume de production 15 sur le nombre d'unités. 20 sur 2, 40 pardon, sur 2.
69 sur 3, 96 sur 4, et ainsi de suite. Donc, la productivité moyenne, j'ai la quatrième colonne. Je constate, الكتاب ça passe de 15 à هيدا 20. اللي كتبه Au début, c'est 0, هيك 15, 15 à 20, 20 à 23, 23 à 24, à 24. Après, elle diminue. Donc, la productivité moyenne diminue au-delà de 4 ou 5 employés. Par contre, la productivité marginale, elle augmente jusqu'à quatrième. Donc, ici, on constate que يقولوا شو la productivité marginale ايوه diminue نزل اقدم فيرسيون dans notre ال exemple, 5 de 3 24 à 18, à 9, à 5, à 1, et elle devient négative au-delà. نزل اجدد Par contre, la productivité moyenne, elle est constante de 4, en passant de 4 à 5 employés. Et au-delà de 5 employés, elle diminue progressivement jusqu'à atteindre 11,08 quand j'utilise ou quand j'embauche 10 salariés. Voilà comment j'analyse les chiffres ou comment je peux faire un commentaire du tableau. Est-ce que c'est clair? Alors, je regarde, pas de questions, je continue. Maintenant, je représente graphiquement la cinquième ou la fonction de production. Donc ici, j'ai le travail en abscisse et j'ai la production mensuelle, la troisième colonne. Donc si j'ai 0, 0, je commence par 0. Si j'ai 1, donc j'ai 15. Si j'ai 2, j'ai 40, et ainsi de suite. Et on arrive à la droite, à la ligne bleue, c'est la production totale. En fait, c'est la troisième colonne. Et on constate que le point C, c'est 153 quand j'utilise 9. Et au-delà, elle commence à diminuer progressivement. Donc, C, c'est le maximum en constatant l'évolution. Donc, ici, au point C, la production est maximum. Donc, ici, le travail mensuel, si nous calculons, si nous avons en nombre d'heures ou en nombre de salariés, ici augmente progressivement de 0 à 1 à 2. Ma fonction de production aura une tendance à augmenter jusqu'à atteindre le point C 153. Et après, au-delà du point C diminue. Donc ici, c'est la transition vers le bas, en fait. Hein, c'est le maximum que nous pouvons utiliser avec cet exemple. Maintenant, pour tracer, pour voir les deux graphiques, en fait, les deux graphiques, le graphique en haut, on a, attendez, je vais voir si non, 300, c'est beaucoup. En fait, le graphique en haut, c'est le graphique de la production totale, et le graphique en bas, c'est le graphique de la productivité moyenne et de la productivité marginale. Eh bien, on va avoir qu'au point C, on a ici le 9, hein, en passant, ben, les deux deviennent négatifs ou diminuent progressivement. Et voilà la représentation graphique. Et B, c'est le point où les deux sont égales, en fait, productivité marginale et productivité moyenne. Voilà comment j'analyse la deuxième courbe en bas qui résulte de la courbe d'en haut. En haut, trace l'évolution de la production en fonction de l'augmentation du nombre d'heures de travail mensuel. Donc ici, on a le point D. À gauche du point D, ici, donc entre 0 et 5 salariés, la, la P max, en fait, la production maximale est plus élevée que la productivité moyenne et la productivité marginale augmente. Donc, est plus élevée en fait. À droite de D, ici, P max,
est inférieur à PM, ou productivité marginale, ou productivité moyenne. Donc, les deux qui baissent. Donc, ici, les deux baissent progressivement pour devenir négatifs au-delà de D. Et avant D augmente, tout simplement. Au point D, les deux, production maximale égale productivité moyenne, et productivité moyenne est à son maximum. Avec L égale 9, là, la production à son maximum. Donc ici, ça veut dire que la production maximale, la production devient maximale. Donc ici, on atteint le maximum d'utilité. Donc ici, la production maximale égale 0. Voilà. Est-ce que c'est clair? Donc ici, on a raisonné par rapport à P, pardon, au nombre égal 5 de salariés, et on a constaté qu'il y a une différence entre l'évolution des productivités moyennes et marginales avant D et leur évolution après D. Et on a le point 9, c'est le point maximum, c'est le point où la production est maximale. Alors, quelle est la relation entre productivité moyenne et productivité marginale? En fait, il existe une relation géométrique entre les courbes de production totale, productivité moyenne et productivité marginale. La pente de la corde de l'origine, 0, à tout point de la courbe de production égale à la productivité moyenne. Je reviens. Ici, au point A, hein. Peut-être c'est plus clair ici. En fait, c'est ça la pente. C'est là la droite. Et la pente, en fait, ici, je raisonne par rapport au point A. Q sur L, productivité moyenne, égale 69 sur 3. Je vais voir ici le programme 3, hein, et 69 sur 3. En fait, je vais avoir 23. 23, c'est la productivité moyenne. C'est la pente de la corde de 0 à A, jusqu'au point A. On est là, de 0, la droite rouge à A. La pente de la courbe de la production totale FL égale à la productivité marginale. Donc ici, la productivité marginale est égale à la pente de la fonction de production, à la pente de la courbe de fonction totale de production. Et là, je raisonne par rapport à B. Donc, la productivité moyenne est la pente de la corde à partir de l'origine jusqu'au point A. P max est la pente de la tangente en un point FL. En un point FL et un point B et FL 5. Graphiquement, on observe ce qui suit. Q, la fonction de production augmente avec L, plus L augmente, c'est l'axe des abscisses, hein, jusqu'à son maximum, puis elle diminue. Donc ici, L augmente, la fonction de production augmente, atteint le point C qu'on a vu en haut, et puis elle diminue. FL est d'abord croissante, puis décroissante. Ça veut dire la dérivée première est positive jusqu'à un certain niveau, et après, au-delà, à un certain point, elle atteint le maximum, après elle diminue. Alors, quand FL est supérieur à QL, PM, alors, à la productivité moyenne, quand FL est supérieur à la productivité moyenne, alors Q sur L, la productivité moyenne est croissante. Quand elle est inférieure à Q sur L, elle est décroissante. Et quand égale à Q sur L, la productivité moyenne est égale à son maximum.
Voilà. Donc, il reste 1 minute 16 pour terminer la première séance. Je m'arrête à ce niveau-là et je repose la même question. Est-ce que vous avez compris ou non? Daniel, est-ce que vous entendez? Oui, oui, docteur. Hilal? Daniel, Oui, 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 docteur. docteur. سمعنا؟ est-ce que vous entendez Daniel? Oui, oui. Je vous entends pas. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la deuxième séance? Alors, apparemment, Daniel a écrit quelque chose. Oui, elle a compris. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous avez compris?